Pendant notre voyage d'anniversaire à Bali, ma femme a demandé au guide de lui mettre de la crème solaire dans le dos. J'étais assis à moins d'1 mètre. Quand j'ai haussé un sourcil, elle a dit assez fort pour que toute la plage l'entende, « Détends-toi, Mason. Si t'es jaloux, rentre chez toi. » Alors, c'est ce que j'ai fait. Écoutez, je ne dis pas que je m'attendais à ce que mon mariage implose sur une plage à Bali, mais si je suis honnête, il y avait des signes. Des drapeaux rouges, en fait. Le genre de signe que vous ignorez parce que vous êtes trop occupé à faire semblant que tout va bien pendant que votre âme meurt lentement à l'intérieur. Mais ce mardi après-midi en particulier, oui, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais marié à une émission de télé-réalité ambulante depuis 3 ans, et que j'étais devenu le figurant non rémunéré que personne n'avait pris la peine d'informer des changements de scénario. La plage était parfaite. Je dois lui accorder ça. Du sable blanc qui semblait avoir été photoshopé. Une aussi bleue qu'elle vous faisait douter que Dieu est un faible pour les économiseurs d'écrans tropicaux, et des palmiers qui se balançaient comme s'ils auditionnaient pour une publicité Corona. Talia parlait de ce voyage depuis des mois, me montrant des publications Instagram d'influenceurs qui avaient apparemment trouvé l'illumination entre 2 cocktails et des selfies. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû réaliser que toute vacance nécessitant une telle planification esthétique allait probablement se terminer par une remise en question de mes choix de vie. Nous étions là depuis 2 jours, et honnêtement, ça n'avait pas été terrible. Bien sûr, Talia avait passé environ 90% de son temps à se positionner pour la photo parfaite. Et oui, j'étais devenu son photographe personnel consultant en éclairage trépied humain, mais peu importe. Le mariage, c'est une question de compromis, n'est-ce pas? Elle obtient son contenu Instagram, et moi, j'obtiens. Eh bien, je cherchais encore ce que j'obtenais, mais j'étais sûr que ça allait venir. Puis est arrivé l'incident de la crème solaire. Nous étions installés sur nos chaises longues de plage. Les chairs que Talia avait insisté pour que nous louions parce qu'apparemment, les chaises de plage ordinaires étaient trop basiques. Et pour une fois, j'étais en train de me détendre. J'avais une bière encore fraîche, un livre que je faisais semblant de lire, et le soleil qui faisait ce truc qui vous donne l'impression que la vie n'est peut-être pas si mal après tout. C'est à ce moment-là que Talia s'est redressée, a fait ce mouvement de cheveux qu'elle fait quand elle est sur le point de prendre une décision qui m'affectera certainement, et a regardé autour d'elle comme si elle cherchait quelque chose à acheter. Mason, dit-elle de ce ton qui activait immédiatement ma réaction de combat ou de fuite. J'ai besoin que quelqu'un me mette de la crème solaire dans le dos. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Vous pensez, Mason, espèce d'idiot. C'est ton travail. Tu es le mari. C'est littéralement le b.a.-ba des devoirs d'un mari. Et vous auriez raison. Sauf que voilà le truc. J'étais littéralement assis à moins d'1 mètre d'elle. Moins d'1 mètre. J'aurais pu me pencher et le faire sans même poser ma bière. Ça aurait pris 30 secondes, maximum. Mais Talia ne me regardait pas. Elle regardait Zané. Zané était notre guide. Et laissez-moi vous dépeindre le tableau. Ce type avait l'air d'avoir été assemblé dans un laboratoire spécialement conçu pour que les hommes mariés se sentent inadéquats. Il mesurait 1m88, avait des abdos sur lesquels on aurait pu râper du fromage, et sa peau avait atteint un niveau de bronzage qui suggérait qu'il était peut-être en partie Golden Retriever. Il portait un short de bain qui pendait sur ses hanches comme s'il avait peur de l'engagement. Et je suis presque sûr que ses cheveux avaient leur propre contrat de sponsoring avec une entreprise d'huile de coco bio. Le gars était en gros un piège à filles ambulant, et il le savait. Et, Zané, a crié Talia, lui faisant signe de venir comme si elle allait un taxi à Manhattan. Pourrais-tu me rendre un immense service? J'ai vu ça se passer en temps réel, les amis. J'ai regardé ma femme, la femme à qui j'avais promis ma vie devant 200 personnes et un open bar, m'ignorer complètement pour demander au capitaine Milkshake protéiné de lui mettre de la lotion dans le dos. Et Zané, pauvre cœur naïf et ciselé, a accouru avec un sourire digne d'une publicité pour dentifrice. Bien sûr, dit-il. Tout en soleil et en bonnes ondes, et probablement sans la moindre conscience qu'il était sur le point de devenir un personnage secondaire dans l'effondrement de mon mariage. Talia lui a tendu la crème solaire, celle, chère et bio, qui coûtait 40 € et était censée avoir des propriétés anti-âge, et s'est allongée sur le ventre. Puis, elle a détaché le haut de son bikini. Je suis resté assis là, la bière figée à mi-chemin de ma bouche, regardant la scène se dérouler comme un accident de voiture au ralenti. Zané a versé la lotion dans ses mains,
les a frottés comme s'il allumait un feu, et a commencé à l'appliquer sur le dos de ma femme avec le genre d'attention que l'on accorderait à une voiture de collection ou à une peinture inestimable. C'est à ce moment-là que j'ai haussé un sourcil. Juste un unique sourcil qui disait « Tu te fous de moi, là, maintenant ?» Talia a dû le sentir parce qu'elle a tourné la tête vers moi, et je jure devant Dieu, elle avait ce sourire aux lèvres. Pas un sourire d'excuse, pas un sourire « Oups, j'aurais probablement dû te demander d'abord. » Non, c'était un sourire qui disait « Je sais exactement ce que je fais, et j'apprécie ton inconfort. » Puis elle l'a dit. Assez fort pour que non seulement je l'entende, mais aussi le couple du Minnesota 3 chaises longues plus loin, le groupe de routards australiens qui jouaient au volley, et probablement quelques dauphins dans la baie. Détends-toi, Mason. Je lui ai juste demandé de me mettre de la crème solaire dans le dos. Si t'es jaloux, rentre chez toi. La plage est devenue silencieuse. Pas le silence d'un documentaire animalier, mais ce silence particulier qui se produit lorsque les gens font semblant de ne pas écouter tout en écoutant absolument chaque mot. Les mains de Zané se sont arrêtées une demi-seconde. Même lui savait que c'était brutal. Mais Talia a ri, et il a ri, et soudain tout le monde riait. Tout le monde sauf moi. Je suis resté assis là, ma bière toujours à la main, mes lunettes de soleil cachant ce qui, j'en suis sûr, était un visage qui aurait pu lancer un millier d'avocats spécialisés en divorce. Quelqu'un du groupe australien a même dit « Aïe, assez fort pour que je l'entende ». Le couple du Minnesota a échangé un regard qui communiquait clairement « Dieu merci, ce n'est pas nous ». Même Zané semblait mal à l'aise, bien qu'il ait continué à frotter cette crème solaire comme si son travail en dépendait. Talia souriait toujours, s'imprégnant de l'attention comme si c'était de la vitamine D. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle voulait, un moment, un public, une histoire qu'elle pourrait probablement transformer en quelque chose de drôle plus tard. Mon mari est devenu jaloux à cause de la crème solaire, ferait une excellente légende pour la photo de coucher de soleil qu'elle posterait ce soir-là. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas fait de scène. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de paraître blessée ou en colère ou quoi que ce soit qu'elle puisse utiliser comme munition plus tard. J'ai simplement hoché la tête, pris une longue gorgée de ma bière, et pensé avec une certitude cristalline, « Oh, je le ferai. Je vais rentrer chez moi. Pas parce que je suis jaloux. Pas parce que je ne supporte pas qu'elle soit amicale, mais parce que je viens de réaliser quelque chose de fondamental. Je suis marié à quelqu'un qui pense que m'humilier publiquement est de la comédie, et j'ai joué le jeu comme si c'était normal. Alors oui, j'allais rentrer chez moi. Je n'allais juste pas le lui dire tout de suite. Voilà le truc quand on tombe amoureux de quelqu'un qui a une grande personnalité. Au début, c'est enivrant. C'est comme s'injecter en intraveineuse un expresso mélangé à des feux d'artifice et un peu de danger. On se sent vivant. On a l'impression d'avoir gagné une sorte de loterie où le prix est de ne plus jamais s'ennuyer. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir envie de décaféiner et de silence comme un voyageur du désert a envie d'eau. J'ai rencontré Talia à la réception du mariage de mon pote Derrick. Pas pendant la cérémonie, remarquez. Elle est arrivée en retard, avec style, faisant une entrée qui a poussé la moitié des invités à se retourner pour voir qui perturbait les vœux. Non, je l'ai rencontrée à la réception, au bar, où elle essayait de convaincre le barman qu'une vodka soda avec un trait de champagne et 3 quartiers de citron vert, pas 2, pas 4, exactement 3 était une commande tout à fait normale et non le début d'un profil psychologique. Le barman avait l'air d'envisager une reconversion professionnelle. J'attendais mon whisky, essayant de ne pas rire, quand elle s'est tournée vers moi et a dit « Ne juge pas. Je sais ce que j'aime et je refuse de me contenter de la médiocrité dans mes cocktails ou dans ma vie. » Cette phrase aurait dû être embarrassante. Elle aurait dû me faire courir vers la sortie comme si le bâtiment était en feu. Mais la façon dont elle l'a dit, avec ce sourire à moitié sérieux et à moitié se moquant d'elle-même, m'a eu. Elle avait cette énergie qui vous donnait envie de vous pencher plus près, comme si elle était sur le point de vous confier un secret qui changerait toute votre perspective sur la vie. C'est juste, ai-je dit, en prenant mon whisky. Je respecte la spécificité du citron vert. Mason, a-t-elle lu sur mon badge? Oui, Derrick avait obligé tout le monde à porter des badges comme si nous étions à un séminaire d'entreprise, parce qu'apparemment les mariages traditionnels n'étaient pas assez gênants. Laisse-moi deviner, tu es l'ami qui offre des cadeaux pratiques. Tu leur as probablement acheté un grille-pain. Un robot pâtissier KitchenAid, en fait. Argent métallisé.
Très pratique. Elle a rejeté la tête en arrière et a ri comme si je venais de faire un one-man show. Tu vois? Je le savais. Tu es l'un de ces gars qui pensent que des serviettes assorties sont romantiques. Les serviettes assorties sont extrêmement romantiques. Ça montre de l'engagement, une attention aux détails. Nous avons fini par parler pendant 3 heures. Enfin, elle a parlé pendant 3 heures et j'ai écouté, ri et contribué occasionnellement une phrase ou deux. Elle m'a parlé de son travail dans le marketing, de ses rêves de créer sa propre société de conseil, de sa théorie selon laquelle les gens qui disent ne pas aimer la coriandre sont juste génétiquement ennuyeux. Elle était magnétique, le genre de femme qui pourrait transformer un enterrement en soirée karaoké, ce que, maintenant que j'y pense, elle aurait probablement essayé d'organiser. Talia était audacieuse, drôle et avait cette étincelle qui vous faisait oublier que le bon sens existait. Quand elle parlait, elle utilisait tout son corps, des gestes amples des mains, des yeux qui s'illuminaient, une tête qui s'inclinait à des angles qui soulignaient chaque point qu'elle faisait. Elle était confiante sans être arrogante, sûre d'elle sans être méprisante. Elle savait qu'elle était séduisante, mais elle le portait comme une veste confortable, pas comme une arme. Ce soir-là, elle a réussi à convaincre le DJ de jouer 3 chansons qui ne collaient absolument pas à l'ambiance du mariage, a persuadé la grand-mère de la mariée de boire un shot de tequila, et m'a fait sentir que j'étais la personne la plus intéressante de la pièce. Même si j'avais à peine dit 20 mots. À la fin de la soirée, j'avais son numéro, un rendez-vous fixé pour jeudi, et le sentiment distinct que ma vie était sur le point de devenir beaucoup plus intéressante. Et pendant la première année, peut-être même les 2 premières années, c'était génial. La confiance de Talia était sexy. Elle entrait dans une pièce et la possédait. Pas parce qu'elle essayait de prouver quelque chose, mais parce qu'elle se sentait vraiment bien dans sa peau. Elle engageait la conversation avec des inconnus, transformait des situations sociales gênantes en aventures, et donnait l'impression que des activités banales comme faire les courses étaient une sorte de mission. Mais quelque part en cours de route, et je jure que je ne peux pas dire exactement quand c'est arrivé, sa confiance a muté. Elle est passée de cette assurance naturelle à quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui nécessitait un public. Quelque chose qui avait besoin d'une validation et d'une attention constante, comme les plantes ont besoin de soleil, mais en beaucoup plus agaçant et avec de pires conséquences pour toutes les personnes impliquées. Les miroirs sont arrivés en premier. Nous passions devant une vitrine, et elle s'arrêtait. Pas pour regarder ce qui était vendu, mais pour s'admirer dans le reflet, ajuster ses cheveux, changer d'angle, prendre un selfie, puis un autre. Puis 5 de plus. Parce que la lumière est parfaite ici, maçonne. Tu ne comprendrais pas. Je restais là comme un garde du corps, tenant son sac à main et les sacs de shopping que nous avions accumulés pendant qu'elle réalisait ce que je ne peux décrire que comme une séance photo en solo pour un public de personnes. Les touristes nous contournaient. Les employés des magasins regardaient par la fenêtre. Je vérifiais mon téléphone, la météo, ma volonté de vivre. Ok, c'est bon, disait-elle enfin, puis elle me montrait 12 photos presque identiques. Laquelle devrais-je poster? Elles se ressemblent toutes. Elles se ressemblent toujours toutes, mais Dieu m'en garde de le dire. Puis est venue l'addiction au Wi-Fi. Chaque restaurant, café ou hôtel où nous entrions, sa première question n'était pas sur le menu ou les commodités. C'était, quel est le mot de passe du Wi-Fi? Elle devait poster. Elle avait besoin d'une story. Elle devait vérifier ses statistiques d'engagement comme un trader surveille la bourse. Petit déjeuner posté. Déjeuner posté. Ce nuage bizarre qui ressemblait un peu à un dauphin, posté avec 3 hashtags et une légende sur le fait de trouver de la magie dans les moments du quotidien. Pendant ce temps, je suis assis en face d'elle, essayant d'avoir une vraie conversation, en compétition avec 847 abonnés et perdant lamentablement. Le pire, c'était les hommes. Et écoutez, je ne suis pas un type complexé qui perd la tête chaque fois qu'un autre homme existe à proximité de ma femme. J'ai des yeux. Je sais que Talia est séduisante. Je sais que les hommes vont la regarder. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quand votre femme traite chaque interaction masculine comme une audition pour un rôle dans une comédie romantique où je ne suis même pas un personnage secondaire. Nous étions dans un bar et le barman lui demandait ce qu'elle voulait boire. Transaction simple, n'est-ce pas? Pas pour Talia. Elle se penchait en avant, établissait un contact visuel intense, riait de choses absolument pas drôles, et transformait d'une manière ou d'une autre,
je prendrai un verre de rosé, en une conversation de 15 minutes sur son parcours dans l'industrie des boissons. Pendant ce temps, je suis assis là comme une plante en pot, me demandant si je devrais juste commander pour moi-même ou attendre qu'elle ait fini sa performance. Lors des soirées, elle parcourait la pièce comme un politicien en soirée électorale. Chaque groupe avait besoin de son commentaire. Chaque homme avait besoin de son attention. Et si quelqu'un ne répondait pas immédiatement à son énergie, elle redoublait d'efforts, riait plus fort, lui touchait le bras davantage, se tenait plus près. C'était épuisant à regarder et encore plus épuisant d'être marié avec elle. Je suis juste amicale, disait-elle chaque fois que j'en parlais. Tu es jaloux et complexé. La voilà. La défense qui faisait de moi le méchant pour avoir remarqué que ma femme traitait chaque situation sociale comme un spectacle où elle était à la fois la star et la réalisatrice. Je n'étais pas jaloux. J'étais fatigué. Il y a une différence. Elle aimait l'attention comme j'aime le silence. Passionnément, excessivement, et généralement au mauvais moment. Et peut-être que ça aurait dû être mon signe. Peut-être aurais-je dû réaliser que quelqu'un qui a besoin d'une validation externe constante finira par épuiser les moyens de l'obtenir d'une seule personne. Peut-être aurais-je dû comprendre que la confiance qui a besoin d'un public n'est pas vraiment de la confiance du tout. Mais avec le recul, tout est plus clair, et j'étais trop occupé à être le personnage secondaire de son spectacle sans fin pour voir que j'avais cessé d'être un mari pour devenir un accessoire. Le problème avec le groupe d'amis de Talia n'était pas qu'ils étaient de mauvaises personnes. Ils n'étaient ni méchants, ni malveillants, ni en train de comploter pour dominer le monde depuis un repère secret. Le problème, c'est qu'ils étaient exactement comme elle. Des coordinateurs de chaos en quête d'attention qui pensaient que, influenceurs, était un type de personnalité et que documenter chaque instant de leur existence était en quelque sorte un service public. Il y avait Sophia, la bruyante. Et je ne veux pas dire bruyante comme, qui parle fort en réunion. Je veux dire bruyante comme, qui n'a jamais eu une pensée pour elle-même de toute sa vie. Le genre de personne qui rit au volume maximum, que quelque chose soit drôle ou non. Qui raconte des histoires qui l'obligent à se lever et à jouer tous les rôles. Qui traite chaque conversation comme si elle se produisait devant un public invisible qui allait certainement lui faire une standing ovation. Elle avait des opinions sur tout, votre tenue, votre choix de boisson, votre signe du zodiaque, vos traumatismes d'enfance, et elle les partageait avec l'enthousiasme de quelqu'un qui croyait sincèrement que le monde attendait son avis sur absolument tout. Puis il y avait Luc, le DJ en herbe. Luc possédait 3 contrôleurs MIDI différents, avait un SoundCloud avec 47 abonnés, principalement des bots, et se présentait aux soirées en disant « Ouais, je suis un peu producteur de musique ». Avec la confiance de quelqu'un qui venait de gagner un Grammy au lieu de quelqu'un qui faisait des beats dans le sous-sol de sa mère. Il portait des bracelets de festivals d'événements qui avaient eu lieu il y a 3 ans, avait des opinions bien arrêtées sur la scène, et essayait constamment de faire écouter à tout le monde son nouveau morceau. Qui sonnait toujours exactement comme son ancien morceau mais avec des bruits de laser différents. Et enfin, il y avait Mia, la chaîne de potins non officielle. Si TMZ était une personne, ce serait Mia, sauf que TMZ a probablement une meilleure vérification des faits. Cette femme savait tout sur tout le monde, et si elle ne le savait pas, elle faisait une supposition éclairée et la présentait comme une information confirmée. Elle parlait exclusivement en chuchotement dramatique, même en partageant des informations complètement banales. « Tu as entendu » disait-elle en se penchant d'un air de conspirateur. « Jennifer de la Compta va manger taille à midi. »« Taille, maçonne. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire ?» Je ne savais jamais ce que ça voulait dire. Je ne pense pas qu'elle le savait non plus, mais elle agissait comme si c'était un scandale du niveau du Watergate. Quand Talia m'a dit que ces 3-là nous rejoignaient à Bali, j'aurais dû simuler une urgence professionnelle. J'aurais dû prétendre une amnésie soudaine. J'aurais dû faire littéralement n'importe quoi d'autre que de dire « bien sûr ». Ça a l'air amusant, comme un idiot qui n'avait jamais rencontré ces gens auparavant. Les 2 premiers jours n'ont pas été catastrophiques. Ils étaient justes. Beaucoup. Sophia criait à chaque coucher de soleil comme si elle n'en avait jamais vu. Luc essayait de se lier d'amitié avec le DJ de l'hôtel et n'arrêtait pas de dire des choses comme « Ouais, mec. Je me verrais bien jouer un set ici. » Mia trouvait du drame dans tout. Apparemment, le couple de la chambre 304 avait certainement une liaison parce qu'ils avaient commandé le service en chambre 2 fois en une journée, ce qui, je suppose, est suspect si vous êtes fou. Mais j'ai joué le jeu.
J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai pris les photos de groupe. J'ai fait semblant que passer mes vacances avec 3 personnes qui traitaient la vie réelle comme une émission de télé-réalité était exactement ce pourquoi j'avais signé. Le mariage est une question de compromis, n'est-ce pas? Talia voulait que ses amis soient là, alors ses amis étaient là. Je pouvais survivre une semaine. J'avais survécu à pire. Comme cette fois où je suis allé à sa retraite d'entreprise et que j'ai dû faire des exercices de confiance avec son patron qui sentait le poivre et le regret. Puis Anne est entrée en scène, et soudain, mes vacances sont devenues une place au premier rang de ma propre humiliation, dirigée par ma femme et produite par son cœur antique de complice. Zané était le guide que le complexe avait assigné à notre groupe. La première fois que je l'ai vu, il était sur la plage au lever du soleil, en train de faire du yoga ou du tai chi ou une sorte de danse d'interprétation au ralenti avec l'océan. Le gars était torse nu, évidemment, car je suis presque sûr qu'il était contractuellement obligé d'être torse nu à tout moment. Il était bronzé de cette manière qui suggérait qu'il n'avait jamais été à l'intérieur. Il avait des tatouages qui signifiaient probablement quelque chose de profond dans une langue qu'il ne parlait pas et se déplaçait avec le genre de confiance facile qui vient du fait de savoir que vous êtes exactement ce que chaque roman d'amour décrit quand ils disent « ciselé ». Ses cheveux avaient ce style parfaitement décoiffé qui demande soit 0 effort, soit 2,75 € de produit. Je ne pouvais vraiment pas dire lequel. Il avait l'un de ces sourires dignes d'une publicité pour le blanchiment des dents. Et il parlait avec cet accent quasi australien qui faisait que tout ressemblait à une aventure, même quand il expliquait les heures du buffet. « Salut tout le monde », dit-il en s'approchant de notre table de petit déjeuner comme s'il présentait une émission matinale. « Je suis Anne. Je serai votre guide pour la semaine. Nous avons prévu des expériences incroyables. Plongée avec tuba, visite de temple, une croisière au coucher du soleil. Ça va être légendaire. » Sophia a pratiquement vibré sur sa chaise. Oh mon Dieu. Salut, je suis Sophia. Voici Mia. C'est Luc. Et voici Talia et Mason. J'ai eu droit à un signe de tête désinvolte. Tous les autres ont eu droit au sourire pleine puissance. Magnifique, a dit Zané. Et je jure qu'il regardait Talia en disant ça. J'adore déjà l'énergie. Ça va être une semaine géniale. C'est là que j'aurais dû savoir. C'est là que l'univers m'envoyait un signal clair qui disait, Mason, mon pote, peut-être que tu devrais simuler cette urgence professionnelle maintenant avant que ça n'empire. Mais non, je suis resté là à boire mon café, pensant que tout irait bien. Ce n'était pas bien. Au cours des jours suivants, j'ai regardé ma femme se transformer en une version d'elle-même que je n'avais jamais vue. Ou peut-être que je l'avais vue, et que j'avais juste été trop bête pour le remarquer. Chaque fois que Zané était là, ce qui était constant, car il était littéralement notre guide, Talia devenait quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont le volume augmentait de 40%. Dont le rire devenait ce gloussement bizarre que je n'avais jamais entendu en 3 ans de mariage, et dont tout le langage corporel changeait comme si elle avait été remplacée par une extraterrestre qui avait étudié le flirt humain sur un article de WikiHow. Lors de la visite du temple, Zané expliquait l'histoire d'une statue ancienne. Talia se tenait à côté de lui, hochant la tête comme si elle absorbait des informations révolutionnaires, lui touchant le bras chaque fois qu'elle posait une question. Oh mon Dieu, c'est tellement intéressant. Dis-moi plus sur, le truc d'architecture que tu viens de dire. Pendant la sortie en plongée, elle a eu besoin d'aide pour mettre ses palmes. Zané s'est exécuté, s'agenouillant devant elle comme s'il faisait sa demande en mariage pendant qu'elle gloussait et disait « Je suis tellement nul à ce genre de choses », alors que je l'avais littéralement vue mettre des palmes toute seule lors de notre lune de miel. Au dîner, elle finissait toujours par s'asseoir à côté de lui, lui posant des questions sur sa vie, ses voyages, ses philosophies sur « être présent ». Pendant ce temps, j'étais assis à l'autre bout de la table avec Luc, qui expliquait sa vision d'un remix dubstep de la musique traditionnelle balinaise que personne n'avait demandé. Sophia et Mia, pauvres cœurs complices, agissaient comme si tout cela était parfaitement normal. Elle gloussait en chœur, faisait des commentaires sur la beauté de Zané, et me jetait occasionnellement un regard comme si j'étais une expérience scientifique qu'elle surveillait pour des réactions intéressantes. Le pire ? Talia n'était même pas subtile. Elle ne se cachait pas, n'était pas secrète. Elle flirtait ouvertement, publiquement, avec un enthousiasme qui suggérait qu'elle avait oublié que j'existais, ou pire, qu'elle se souvenait que j'existais et s'en fichait. J'étais assis là pendant ces interactions comme un routeur Wi-Fi.
Techniquement essentiel pour que tout fonctionne, mais complètement invisible et considéré comme acquis. Personne ne me reconnaissait. Personne ne m'incluait. J'étais juste là, existant en arrière-plan, regardant ma femme se produire pour un gars dont le travail était littéralement d'être gentil avec les touristes. Et voici le clou du spectacle. Quand j'essayais de participer, de me joindre aux conversations ou de suggérer des activités, Thalia me repoussait d'un « maçonne, on s'amuse, c'est tout. Ne sois pas ennuyeux » ou « peux-tu aller me chercher un autre verre ?» Je suis devenu le garçon de course de mes propres vacances, allant chercher des cocktails et prenant des photos pendant que ma femme et ses amis traitaient Anne comme s'il était la réincarnation de Chris Hemsworth. Au 4e jour, j'envisageais sérieusement de me réserver une chambre d'hôtel séparée et d'appeler ça une retraite en solo. Au moins, je pourrais arrêter de faire semblant d'apprécier de voir ma femme rire, secouer ses cheveux et toucher le biceps d'un autre homme en expliquant à quel point il devait être fort avec tout ce paddle. Oui, j'aurais vraiment aimé réserver des vacances en solo. Ou mieux encore, pas de vacances du tout. Vous savez ce que personne ne vous dit sur le fait d'atteindre son point de rupture? Ce n'est pas dramatique. Il n'y a pas d'explosion, pas de lancer d'objets, pas de grande confrontation où vous livrez un monologue qui fait réaliser à tout le monde qu'ils vous ont fait du tort. Ça, c'est pour les films. Les vrais points de rupture sont silencieux. C'est le moment où vous êtes assis sur une plage en regardant votre femme vous humilier publiquement. Et au lieu de vous sentir en colère, vous vous sentez juste fini. Fini comme un steak qui est resté trop longtemps sur le grill. Fini comme un appel téléphonique que vous essayez de terminer depuis 20 minutes. Fini comme une personne qui a enfin réalisé que certains problèmes ne peuvent pas être résolus par la communication, le compromis ou une thérapie de couple dirigée par quelqu'un nommé docteur. Soleil qui n'arrête pas de parler de « trouver votre vérité commune ». Après l'incident de la crème solaire, je suis resté sur cette plage pendant 1 heure de plus. Je ne suis pas parti en trombe. Je n'ai pas fait de scène. Je suis juste resté assis là, j'ai fini ma bière, et j'ai regardé les vagues faire leur truc pendant que mon cerveau traitait ce qui venait de se passer et ce que j'allais faire à ce sujet. Thalia et sa bande étaient passés au volleyball avec Zané et quelques autres touristes, criant et riant comme s'ils tournaient une publicité pour de la tequila ou de mauvais choix de vie. Sophia n'arrêtait pas de crier « Vas-y, ma belle », chaque fois que Thalia touchait le ballon. Mia prenait des photos sous tous les angles comme si elle documentait un reportage de National Geographic. Luc essayait d'expliquer la physique du service parfait à quiconque voulait bien l'écouter. Et Zané était juste Zané, athlétique sans effort, pensant probablement à des milkshakes protéinés et à sa prochaine publication Instagram torse nu. J'ai regardé tout cela depuis ma chaise longue. Et je n'ai rien ressenti. Pas de jalousie, pas de colère, pas même de déception. Juste cette étrange et calme clarté, comme si quelqu'un avait enfin éteint un bruit que j'entendais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il n'était pas censé être là. C'est à ce moment-là que je me suis levé, que j'ai pris ma serviette et que je suis retourné à l'hôtel. Notre chambre était au 4e étage avec une vue sur l'océan que Thalia avait jugée essentielle pour l'esthétique. Cette vue coûtait 200 € de plus par nuit. Ça valait le coup, apparemment, pour les 3 photos qu'elle avait prises depuis le balcon avant de ne plus jamais y jeter un œil. Je suis resté 1 seconde sur le pas de la porte, regardant le désordre. Ses affaires étaient partout. Du maquillage éparpillé sur le comptoir de la salle de bain comme si un Sephora avait explosé. Des vêtements drapés sur toutes les surfaces disponibles. Des câbles de charge emmêlés de manière à défier la physique. Mes affaires étaient soigneusement rangées dans un coin parce que j'étais apparemment la seule personne dans ce mariage à comprendre que les chambres d'hôtel ne sont pas des entrepôts. Puis j'ai attrapé ma valise et j'ai commencé à faire mes bagages. Pas une valise de colère, pas en jetant les choses partout. Une valise calme, méthodique, presque méditative. J'ai plié chaque chemise comme si je me préparais à une guerre émotionnelle. Les plis parfaitement alignés. Les couleurs organisées. Les pantalons pliés en 3, les chaussettes appareillées et roulées. Mes articles de toilette sont allés dans leurs trousses désignées. Rien d'oublié, rien de laissé derrière. Il y a quelque chose de puissant à faire ces valises en silence. C'est un niveau de froideur que les cris ne pourront jamais atteindre. Crier, c'est de la colère chaude. Ça brûle vite et les gens peuvent le rejeter comme si vous perdiez le contrôle ou étiez dramatique. Mais faire ces valises en silence, c'est calculé. C'est une décision. C'est le son de quelqu'un qui y a bien réfléchi et qui ne changera pas d'avis.
J'ai fermé ma valise et sorti mon téléphone. American Airlines avait un vol quittant Bali à 11 h le lendemain matin. Il y avait une escale à Tokyo et une autre à Los Angeles, ce qui signifiait que je voyagerais pendant environ 1000 ans, mais je m'en fichais. Je l'ai réservé. En classe affaires, parce que tant pis. Je passais déjà une semaine terrible et autant avoir de la place pour les jambes tout en traitant l'effondrement de mon mariage. Email de confirmation reçu. Carte d'embarquement téléchargée. Départ de l'hôtel prévu pour 9 h. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Talia. Où es-tu passé? On prend un verre au bar de la plage. J'ai fixé ce message pendant une bonne minute. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Ne s'est pas excusée pour l'histoire de la crème solaire. N'a même pas reconnu qu'elle avait peut-être, éventuellement, franchi une ligne. Elle voulait juste savoir où j'étais pour que je puisse probablement rejoindre le public de sa performance. J'ai répondu. Je vais me coucher tôt. Amusez-vous bien. Poli, neutre, ne révélant absolument rien. Ok lol. Ne sois pas ennuyeux. Ne sois pas ennuyeux. C'est ça. Parce que le vrai problème ici, c'est que je n'étais pas assez divertissant en regardant ma femme flirter avec un guide. J'ai regardé une dernière fois la chambre, m'assurant que je n'avais rien d'important oublié. Puis j'ai pris ma valise et je suis descendu à la réception. Le réceptionniste était un jeune homme nommé Audi qui nous avait enregistré il y a 4 jours. Il avait complimenté la robe de Talia, posé des questions sur nos projets, et semblait sincèrement heureux que nous soyons là pour célébrer notre anniversaire. Maintenant, il me regardait, debout avec une valise faite à 19 h, et je pouvais le voir essayer de comprendre s'il devait poser des questions ou simplement traiter ce dont j'avais besoin. Je dois rendre la chambre demain matin à 9 h, ai-je dit. Juste moi. Ma femme reste pour le reste de la semaine. Il a hoché la tête lentement, tapant quelque chose sur son ordinateur. Bien sûr, monsieur Hartley. Je vais préparer votre facture. Aurez-vous besoin d'un transport pour l'aéroport? Oui, s'il vous plaît. Le vol part à 11 h. Plus de frappe. C'est noté. Puis-je vous aider avec autre chose? J'ai failli rire. En quoi pourrait-il m'aider? Avait-il un service pour « Votre femme vous a humilié en public et vous fuyez le pays » Y avait-il un traitement local pour ça? Non, c'est tout. Merci. Je suis remonté et je me suis assis sur le balcon avec une bière du minibar qui coûtait 12 € et avait le goût du regret. L'océan était le même que ce matin. Beau, paisible, complètement indifférent au drame humain. Le soleil se couchait, peignant tout dans ses couleurs de « golden hour » qui rendent fous les influenceurs d'Instagram. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre SMS de Talia. Zané nous emmène dans ce restaurant incroyable. Tu devrais venir. J'ai siroté ma bière à 12 € et n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, allô? Tu es bizarre. Toujours pas de réponse. 1 autre heure plus tard, très bien. Sois puéril. On s'amuse bien sans toi de toute façon. J'ai éteint mon téléphone. Voici ce que j'ai appris sur les disputes en 3 ans de mariage. La personne qui parle le plus perd. La personne qui devient émotive perd. La personne qui essaie d'expliquer ses sentiments perd parce que l'autre personne va les déformer, les manipuler, vous faire sentir fou de vous en soucier. Ils vous diront que vous réagissez de manière excessive, que vous êtes sensible, que vous ne savez pas prendre une blague. Mais le silence? Le silence est invincible. On ne peut pas argumenter avec le silence. On ne peut pas manipuler le néant. On ne peut pas faire en sorte que quelqu'un se sente fou de ne rien dire du tout. Vers 23 h, j'ai entendu des voix dans le couloir. Talia et ses amis, bruyants et manifestement ivres, riant de quelque chose qui n'était probablement drôle que pour des gens qui avaient bu 6 cocktails. J'ai entendu sa carte magnétique biper, la porte s'ouvrir, puis ses pas s'arrêter quand elle a vu ma valise près de la porte. Mason? Sa voix était confuse, pas inquiète. Pourquoi tes affaires sont-elles emballées? J'étais allongé dans le lit, les yeux fermés, faisant semblant de dormir. L'acteur studio à son meilleur. Mason? Plus fort maintenant, avec une pointe d'agacement. Tu dors sérieusement à 23 h? On vient de rentrer. Je n'ai pas bougé.
Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à respirer lentement et régulièrement comme si j'étais la personne dormant le plus paisiblement de l'histoire du sommeil. Je l'ai entendu soupirer, marmonner quelque chose sur le fait que je n'étais pas drôle, puis tituber dans la salle de bain. Le robinet a coulé, plus de titubement. Puis elle s'est glissée dans le lit et en 5 minutes, elle ronflait légèrement, rêvant probablement de son engagement sur Instagram ou des abdos de Zané ou de ce qui occupait l'esprit de quelqu'un qui pensait qu'humilier son conjoint était le comble de la comédie. Je suis resté allongé là pendant une autre heure, les yeux grands ouverts, fixant le ventilateur de plafond qui tournait en cercle lent. Demain matin à 9 h, je sortirai de cet hôtel. Je monterai dans cette voiture pour l'aéroport. Je rentrerai chez moi en avion. Et le meilleur dans tout ça? Elle n'en avait aucune idée. Le silence, ai-je découvert, n'était pas seulement d'or. Il était moins cher que la thérapie, plus efficace que les cris, et bien plus satisfaisant que n'importe quelle dispute que j'aurais pu gagner. Mon réveil a sonné à 7h30, ce qui, en temps de vacances à Bali, est pratiquement le milieu de la nuit. Talia était toujours évanouie à côté de moi, un bras jeté sur son visage, la bouche légèrement ouverte, l'air d'avoir fait 10 rounds contre une bouteille de rhum à la noix de coco et d'avoir perdu, ce qui, d'après l'odeur venant de son côté du lit, n'était pas loin de la vérité. Je me suis levé discrètement, j'ai pris une douche, je me suis habillé et j'ai fait une dernière vérification de la chambre pour m'assurer de n'avoir rien oublié. Portefeuille, passeport, téléphone, chargeur, dignité, tout était là. Enfin, la majeure partie de ma dignité. Une partie était probablement encore sur cette plage, enfouie dans le sable à côté de ma patience et de ma volonté de continuer ce mariage. Talia n'a pas bougé. Cette femme pouvait dormir à travers une catastrophe naturelle, ce qui était pratique car elle était sur le point de se réveiller face à une catastrophe personnelle. J'ai attrapé ma valise, jeté un dernier regard sur elle dormant paisiblement sans le moindre souci, et je suis parti. Je n'ai pas laissé de mots. Je ne l'ai pas réveillée pour lui dire au revoir. J'ai juste refermé la porte derrière moi avec un léger clic qui ressemblait au point final d'une phrase très longue et très épuisante. Audi était de nouveau à la réception, l'air beaucoup plus réveillé que quiconque n'avait le droit de l'être à cette heure. Il a souri en me voyant. Ce sourire professionnel de l'hôtellerie qui cachait probablement 1000 histoires de touristes terribles et de demandes bizarres. « Bonjour, monsieur Hartley. Votre voiture vous attend dehors. Voici votre facture. » Il a fait glisser le papier sur le comptoir et j'y ai jeté un coup d'œil. 4 nuits, chambre avec vue sur l'océan, frais de minibar, service en chambre, service de spa que je n'ai certainement pas utilisé mais Talia si. Le total a fait légèrement tressaillir mon œil, mais peu importe. Je lui ai tendu ma carte de crédit. En fait, ai-je dit alors qu'il traitait le paiement, ma femme reste pour le reste de la semaine. Pourriez-vous s'il vous plaît retirer ma carte de la chambre et laisser la sienne au dossier? Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la compréhension, peut-être, ou la reconnaissance d'une situation qu'il avait certainement déjà vue. Bien sûr, monsieur. Je vais faire ce changement immédiatement. Il a traité mon départ, retiré ma carte de leur système et confirmé que seule la carte de Talia serait débitée pour les nuits restantes et les dépenses supplémentaires. Parfait. Absolument parfait. Merci de votre séjour chez nous, a dit Audi en me tendant mon reçu. J'espère que vous avez passé une agréable visite. J'ai failli rire. Agréable n'était pas le mot que j'utiliserais, mais c'était certainement mémorable. Ouais, ai-je dit. Éducatif, c'est sûr. Le trajet en voiture jusqu'à l'aéroport était paisible. Juste moi, ma valise et un chauffeur qui ne ressentait pas le besoin de combler le silence par des banalités. Nous avons traversé les rues matinales de Bali, passé devant des temples et des rizières et des habitants commençant leur journée. Et j'ai ressenti une étrange sensation de légèreté, comme si j'avais porté quelque chose de lourd depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de ne pas être alourdi. La sécurité a été facile. Le vol était à l'heure. J'ai embarqué, trouvé mon siège en classe affaires, accepté la coupe de champagne d'avant-vol comme si je célébrais quelque chose, ce qui, d'une certaine manière, était le cas, et je me suis installé pour le plus long voyage de ma vie. C'est à ce moment-là que mon téléphone a commencé à sonner. Je l'ai rallumé après l'embarquement, et immédiatement les notifications ont commencé à affluer comme un tsunami de regrets et de confusion. SMS après SMS, appel après appel. Les messages vocaux s'accumulaient. Tous de Talia.
Les premiers SMS dataient d'environ 9h30, à peu près au moment où elle s'est probablement réveillée et a réalisé que je n'étais pas dans la chambre. Où es-tu, Mason? Sérieusement, où es-tu allé? Tes affaires ont disparu. Tu te moques de moi, là. Puis sont venus les appels. Cet appel manquait en l'espace de 15 minutes. Je n'ai répondu à aucun. Je les ai juste regardés apparaître sur mon écran comme un jeu de tape à taupe très en colère. Puis les messages vocaux ont commencé, et oh là là, c'était divertissant. Le premier était confus. Mason, c'est quoi ce bordel? Où es-tu? Ta valise a disparu. Est-ce que tu es parti? Rappelle-moi tout de suite. Le deuxième était en colère. Je n'arrive pas à croire que tu sois parti sans rien dire. C'est tellement immature. Tu te comportes vraiment comme un enfant en ce moment. On doit en parler. Le troisième était un chef-d'œuvre. Ok, je comprends. Tu es en colère à propos d'hier, mais tu réagis de manière excessive. C'était juste de la crème solaire. Tu m'as dit de rentrer à la maison si j'étais jaloux, et tu es vraiment parti? Qui fait ça? Tu m'as embarrassé devant tout le monde. J'étais assis là dans mon siège en classe à faire, champagne à la main, écoutant ma femme me dire que je l'avais embarrassée. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau et la servir lors d'un dîner. Mais attendez, ça s'améliore. Vers 11h, heure de Bali, à peu près au moment où elle est probablement descendue dans le hall pour me chercher, le ton des SMS a radicalement changé. L'hôtel dit que ta carte a été refusée. Mason, ils disent que ta carte n'est plus enregistrée. Ma carte ne fonctionne pas non plus. Peux-tu les appeler pour régler ça? Mason, ce n'est pas drôle. J'ai dû poser mon téléphone parce que je riais si fort que l'hôtesse de l'air m'a demandé si j'allais bien. Ma carte n'a pas été refusée. Je l'ai complètement retirée du compte, et sa carte ne fonctionnait pas parce que, eh bien, Talia avait un problème de dépense et dépassait le plafond de sa carte de crédit environ un mois sur deux. D'habitude, je réglais la situation parce que c'était plus simple que de gérer le drame, mais j'imagine qu'elle avait oublié ce petit détail. Le message vocal suivant était de la pure panique. Mason, s'il te plaît. Je suis à la réception et ils disent que je dois payer le reste de la semaine d'avance et ma carte ne passe pas et ta carte a disparu et je ne comprends pas ce qui se passe. Peux-tu s'il te plaît me rappeler? S'il te plaît. Puis est arrivé mon SMS préféré. J'ai dû appeler ma mère pour de l'argent. Tu sais à quel point c'était humiliant? Oh, je suis désolé. C'était humiliant? Devoir demander de l'aide dans une situation inconfortable devant d'autres personnes? Mon Dieu, ça a l'air terrible. Je ne saurais rien à ce sujet. Ce n'est pas comme si j'avais vécu quelque chose d'humiliant récemment. Certainement pas hier sur une plage devant des dizaines d'inconnus. D'autres SMS sont afflués tout au long de la journée. Tout le monde demande où tu es. Sophia veut savoir si tu reviens. Zané se sent mal. Il a dit qu'il ne voulait pas causer de problème. Oh, Zané se sent mal. Quelle prévenance. Peut-être qu'il pourrait payer sa chambre d'hôtel puisqu'il était si impliqué dans nos vacances. C'est ridicule, Mason. Tu es tellement mesquin. Au moins, réponds. Je n'ai pas répondu. Ni aux SMS, ni aux appels, ni aux messages vocaux qui continuaient d'arriver avec une désespérance croissante. Je suis juste resté assis dans mon confortable siège en classe à faire, à regarder des films, à manger de la nourriture d'avion qui était d'une manière ou d'une autre meilleure que n'importe quel repas que j'avais eu à Bali, et à me sentir plus détendu que je ne l'avais été depuis des mois. L'hôtesse de l'air est passée avec plus de champagne. Vous célébrez quelque chose, a-t-elle demandé avec un sourire. Ouais, ai-je dit. Le jour de l'indépendance. Elle a eu l'air confuse, mais a rempli mon verre quand même. Quelque part au-dessus de l'océan Pacifique, j'ai reçu un SMS de Sophia. Mec, elle panique. Elle pleure. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli répondre. Presque. Mais je me suis souvenu que Sophia faisait partie du problème. Elle avait ri hier. Elle l'avait encouragé. Elle avait traité mon humiliation comme un divertissement. Supprimé. Luc a aussi envoyé un SMS. Frère, elle pleure à la réception. Sa carte a été refusée. C'est dur, mec. Était-ce dur?
Ou était-ce la conséquence naturelle de dire à son mari de rentrer chez lui s'il n'aimait pas la voir flirter avec un autre homme? Je suppose que cela dépendait de votre point de vue. Mia, toujours la pipelette, a envoyé « OMG, qu'est-ce qui se passe ?» Talia ne veut rien nous dire, mais elle est bouleversée. Raconte. Ouais, je n'allais rien raconter à quelqu'un qui transformerait probablement ça en feuilleton de discussion de groupe en 10 minutes. Au moment où nous avons atterri à Tokyo pour l'escale, j'avais 47 messages non lus et 13 appels manqués. Je les ai lus en attendant mon vol de correspondance, sirotant un café d'aéroport infect qui avait un goût de victoire. Le dernier SMS de Talia était différent des autres. Moins en colère, plus désespéré. Dis-moi juste que tu es en sécurité. Je suis inquiète. Maintenant, elle était inquiète. Pas hier quand elle me ridiculisait en public. Pas la nuit dernière quand elle est rentrée ivre et n'a même pas vérifié si j'allais bien. Mais maintenant, quand elle avait besoin de quelque chose, soudainement elle s'inquiétait de mon bien-être. J'ai fini mon café et j'ai embarqué sur le vol suivant. Je n'ai toujours pas répondu. Parce que voilà ce que je commençais vraiment à apprécier avec le silence. Chaque heure où je ne répondais pas était une heure de plus qu'elle devait passer à réfléchir à ce qu'elle avait fait. Chaque appel ignoré était un rappel que les actions ont des conséquences. Chaque SMS sans réponse était un moment de réflexion qu'elle ne pouvait pas éviter. Je n'étais pas cruel. Je suivais simplement les instructions. Elle m'a dit de rentrer chez moi. Alors, je suis rentré chez moi. La beauté des discussions de groupe, c'est que personne ne peut jamais garder un secret. C'est comme essayer de contenir de l'eau avec un calendrier. Théoriquement possible si vous êtes délirant, mais en réalité, tout fuit de partout et met le désordre. J'ai atterri à Los Angeles vers 18h, heure du Pacifique, ce qui signifiait qu'il était déjà demain à Bali. Honnêtement, j'avais perdu le fil des fuseaux horaires et j'avais cessé de m'en soucier. Mon corps avait l'impression d'avoir été plié dans une valise et jeté en bas d'un escalier. Mais mon esprit allait très bien, il s'épanouissait même. J'ai pris un Uber pour rentrer chez moi, j'ai donné un pourboire supplémentaire au chauffeur parce qu'il n'a pas essayé de faire la conversation, et je suis entré dans mon appartement que j'avais quitté il y a 5 jours en pensant que je partais pour un voyage d'anniversaire romantique. L'endroit était exactement le même, propre, calme, paisible, et complètement dépourvu du chaos de Talia. C'était parfait. J'ai posé ma valise, commandé une pizza, et j'étais sur le point de prendre la plus longue douche de ma vie quand mon téléphone a vibré avec une notification qui m'a fait marquer une pause. C'était une capture d'écran d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais le contenu? Oh, le contenu était de l'or. Quelqu'un m'avait envoyé une capture d'écran de ce qui semblait être la discussion de groupe des amis de Talia, celle qu'ils avaient nommée Bali Babes, parce qu'apparemment, chaque discussion de groupe a besoin d'un emoji et d'aucune conscience de soi. Les messages dataient du début de la journée, et ils étaient spectaculaires. Sophia, les gars, où est Mason? Talia ne veut rien nous dire. Mia, je l'ai vu partir ce matin avec sa valise. Luc, attends, quoi? Sophia, il est parti. Genre, vraiment parti. Mia, ma belle, oui. Je revenais de mon jogging et je l'ai vu monter dans une voiture. Une voiture pour l'aéroport. Luc, frère, c'est dingue. Pour de la crème solaire? Sophia, ok, mais genre. Peut-être qu'on aurait dû dire quelque chose hier. Mia, dire quoi? Que Talia en faisait des tonnes? Sophia, Ben. Ouais, un peu. Luc, elle lui a littéralement dit de rentrer chez lui s'il était jaloux. Mia, et il l'a fait. Sophia, c'est grave, les gars. Luc, Talia est à la réception en train de paniquer. Elle dit que sa carte a été refusée et que la sienne n'est mystérieusement plus enregistrée. Mia, non. Sophia, c'est vraiment sauvage. Luc, frère, je me sens un peu mal maintenant. Mia, tu te sens mal? Imagine être maçonne et regarder ta femme flirter avec un guide pendant 3 jours d'affilée. Sophia, ok, Mia, ne fais pas comme si tu n'encourageais pas ça. Mia, pas du tout. Luc, tu as littéralement pris une vidéo d'eux en train de jouer au volley et tu as dit, ça donne une ambiance de comédie romantique. Mia, c'est différent. Sophia, vraiment? J'étais assis sur mon canapé, la pizza oubliée, lisant cette capture d'écran comme si c'était le journal du matin. Ils se retournaient les uns contre les autres.
La discussion de groupe s'autodétruisait. C'était mieux que n'importe quelle émission de télé-réalité que j'aurais pu payer. Mais ça s'est encore amélioré. Quelques minutes plus tard, une autre capture d'écran est arrivée. Numéro différent, même discussion de groupe. Plus tard dans la conversation. Talia, je n'arrive pas à croire qu'il soit vraiment parti. Sophia, chérie, ça va? Talia, non, ça ne va pas. Il m'a humilié. Luc, il t'a humilié? Talia, oui. Tout le monde l'a vu partir. Tout le monde pose des questions. C'est embarrassant. Mia, Ben. Tu ne lui avais pas dit de partir, en fait? Talia, ce n'est pas la question, Mia. Mia, je pense que c'est peut-être exactement la question. Talia, de quel côté es-tu? Mia, je dis juste que tu as peut-être poussé le bouchon un peu loin avec Zané. Talia, j'étais amicale. Luc, Tal, tu lui as demandé de te mettre de la crème solaire dans le dos devant Mason. Talia, et alors? C'était juste de la crème solaire. Sophia, et puis tu as dit à Mason de rentrer chez lui s'il n'aimait pas ça. Talia, je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment. Luc, eh bien, il l'a fait. Talia, vous êtes censés être mes amis. Mia, nous sommes tes amis. C'est pour ça qu'on te dit que c'est un peu de ta faute. Talia, je n'arrive pas à croire ça. Talia, je dois arranger ça. Oh, là. Elle devait arranger ça. Je ne pouvais qu'imaginer à quoi ressemblait, arranger ça, dans le monde de Talia. J'ai découvert environ 30 minutes plus tard quand mon téléphone a explosé de notifications Instagram. Talia avait posté. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Parce que quand vous êtes au milieu d'une crise personnelle, la chose logique à faire est certainement de poster une photo aguicheuse sur les réseaux sociaux et d'espérer que la validation d'inconnus réparera d'une manière ou d'une autre votre mariage qui implose. La photo datait d'hier, un selfie de plage qu'elle avait dû prendre juste après l'incident de la crème solaire. Elle portait son bikini blanc, les cheveux parfaitement décoiffés par le vent, les lunettes de soleil relevées sur sa tête, lançant à l'appareil photo ce regard sensuel qui a probablement nécessité 47 tentatives pour être parfait. L'océan scintillait derrière elle. La lumière était parfaite. Elle était objectivement magnifique. La légende, cependant. Oh, la légende. Certaines personnes ne supportent pas les femmes fortes. Je vis ma meilleure vie et je ne m'en excuse pas. Si tu ne peux pas suivre, c'est ton problème. Femme forte sans regret, femme puissante, vivre ma vérité, ambiance Bali. Je fixais mon téléphone, sincèrement impressionné par l'audace. Elle avait vraiment regardé la situation où elle avait publiquement humilié son mari puis s'était fâchée quand il était parti et avait décidé que le récit était « Je suis trop forte et il est trop faible ». Incroyable. Vraiment incroyable. J'ai pris ma pizza et je me suis installé pour regarder ce qui allait se passer, car je savais ce qui allait arriver. Talia avait surestimé la tolérance de ses abonnés pour l'illusion. Les commentaires ont commencé à affluer, et ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. @Jessica23, ma belle, c'est à propos de ton mari qui a quitté Bali, n'est-ce pas? @Brooklyn Baker, les femmes fortes n'humilient pas leur partenaire en public. Voyage avec Tom, peut-être que ton mari ne pouvait pas suivre ton manque de respect. Sarafi, c'est pas ça, ma sœur. Marcus Lee, les femmes fortes élèvent les gens, elles ne les rabaissent pas. Café et Chaos, les drapeaux rouges viennent de l'intérieur de la maison. Alexa Joue, POV, tu apprends que les conséquences existent. Mégane consciente, imagine ton mari te quitte en vacances et ta première pensée est de poster une photo aguicheuse. Je regardais en temps réel Internet faire ce qu'Internet fait de mieux, tenir les gens responsables de la manière la plus brutalement honnête possible. Commentaire après commentaire la remettait à sa place. Pas méchamment, mais d'une manière, et, peut-être que tu devrais te regarder dans le miroir. Quelqu'un avait clairement vendu la mèche sur ce qui s'était réellement passé car les commentaires devenaient plus spécifiques. Vanessa Vlog, tu as vraiment dit à ton mari de rentrer chez lui s'il était jaloux et tu t'es étonné qu'il soit rentré? Dan le mec Dan, madame, vous avez demandé au guide de vous mettre de la crème solaire devant votre mari. Ce n'est pas une énergie de femme forte, c'est juste irrespectueux. Linda aime les livres, les femmes fortes n'humilient pas leur mari en public pour ensuite jouer la victime quand il y a des conséquences. Ce dernier commentaire a obtenu plus de 200 j'aime dans les 10 premières minutes.
Talia a commencé à répondre aux commentaires, ce qui fut sa première erreur. Ne jamais répondre aux commentaires quand on a tort. C'est comme creuser un trou puis demander une plus grosse pelle. Talia à @BrooklynBaker, tu ne connais pas toute l'histoire. @BrooklynBaker à Talia, alors raconte-nous. Pourquoi ton mari est-il parti? Talia @BrooklynBaker, il était complexé et jaloux. @BrooklynBaker à Talia, à propos de quoi? Et puis Talia a fait sa deuxième erreur. Elle leur a dit. Talia, j'ai demandé à notre guide de me mettre de la crème solaire dans le dos et il a pété un câble. Les commentaires ont explosé. @MikeyMike87, tu as demandé à un autre homme de te mettre de la crème solaire alors que ton mari était juste là et tu es surprise qu'il soit parti. @Lire avec Rachel, ma belle, je suis féministe et même moi je sais que c'est déplacé. @FitnessFiona, mon mari m'aurait quitté aussi, et je ne lui en aurais pas voulu. @Tech avec Terry, la gymnastique mentale pour te faire passer pour la victime ici est de niveau olympique. Je mangeais ma pizza, faisant défiler les commentaires, ayant l'impression de regarder l'épisode le plus satisfaisant d'une émission de télé-réalité jamais réalisée. Le tribunal d'Internet était en session, et Talia perdait lamentablement. D'autres captures d'écran ont commencé à arriver de numéros anonymes. Clairement, ses amis documentaient tout et les gens le partageaient. La discussion de groupe continuait. Luc, Tal, peut-être que tu devrais supprimer la publication. Talia, pourquoi? Je n'ai rien fait de mal. Mia, les commentaires ne sont pas top, chérie. Talia, ils ne comprennent pas. Sophia, je pense qu'ils comprennent parfaitement, et c'est ça le problème. 10 minutes plus tard, la publication avait disparu. Supprimée. Évanouie dans le vide numérique comme si elle n'avait jamais existé. Mais Internet n'oublie jamais. Des captures d'écran de la publication et des commentaires circulaient déjà. Quelqu'un avait enregistré son écran pendant qu'elle répondait aux commentaires. C'était là, permanent, un monument numérique aux conséquences de ses actes. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un autre SMS d'un numéro inconnu. Juste 2 mots. La perfection. Je ne savais pas qui m'envoyait ces captures d'écran, mais j'appréciais leur service au journalisme. J'ai fini ma pizza, j'ai pris cette douche, et je me suis couché dans mon propre appartement, dans mon propre lit, en paix et dans un silence complet. Pendant ce temps, quelque part à Bali, Talia regardait probablement son téléphone, réalisant qu'Internet venait de lui tendre un miroir, et qu'elle n'aimait pas ce qu'elle y voyait. 3 jours après mon retour, je vivais ma meilleure vie de divorcé mais pas encore officiellement. J'ai nettoyé l'appartement à fond, préparé mes repas pour la semaine comme si je m'entraînais pour une compétition de culturisme, et j'avais recommencé à regarder Les Sopranos depuis le début parce qu'apparemment, mon subconscient pensait que ce dont j'avais besoin. C'était de plus d'histoires sur des relations toxiques et des gens prenant de terribles décisions. J'étais à l'épisode 4, savourant mon sauté maison et le fait que personne ne me demandait de prendre des photos de sa nourriture avant de la manger, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Normalement, je ne réponds pas aux numéros inconnus parce que je ne suis pas un psychopathe. Les numéros inconnus sont soit des arnaqueurs qui essaient de me dire que la garantie prolongée de ma voiture expire, je conduis une Honda de 10 ans, mon pote, ce bateau a déjà coulé, soit des robots qui me demandent si je veux réduire mes remboursements de prêts étudiants. Mais quelque chose me disait que celui-ci allait être divertissant. J'ai répondu. Allô? Silence pendant une seconde. Puis cette voix à laquelle j'avais été marié pendant 3 ans, sonnant maintenant petite et tremblante d'une manière que je n'avais jamais entendue. Maçonne? Talia. Bien sûr que c'était Talia. Qui d'autre appellerait d'un numéro inconnu après que j'ai ignoré 47 SMS et 13 appels de son vrai téléphone? Cette femme était, pour le moins, persévérante dans sa quête pour tout ramener à elle. Ouais, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Ni froide, ni chaleureuse, juste plate, comme une crêpe qui serait restée trop longtemps sur la plaque. Tu m'as vraiment laissé là-bas, dit-elle. Et je pouvais entendre ce tremblement dans sa voix qui précédait habituellement les larmes. Le même tremblement qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose ou essayait de manipuler une situation en sa faveur. Je l'avais déjà entendu quand elle voulait acheter un sac à main qui coûtait plus que nos courses mensuelles ou quand elle avait besoin que j'annule mes projets avec mes amis pour qu'elle puisse avoir une crise qui nécessitait toujours mon attention immédiate. Ouais, ai-je répété. Pourquoi gaspiller des mots?
Elle savait ce qui s'était passé. Elle y était. Je n'arrive pas à te croire, dit-elle, et maintenant les larmes arrivaient définitivement. Je pouvais entendre ce changement dans sa respiration, ce petit hoquet qui signifiait que les vannes allaient s'ouvrir. Tu es juste. Tu es juste parti sans rien dire. Sans même me parler. J'ai pris une bouchée de mon sauté, j'ai mâché, j'ai avalé. Tony Soprano était au milieu d'une séance de thérapie à la télé, parlant de ses problèmes avec sa mère. Ça semblait pertinent. Qu'est-ce que tu voulais que je dise, ai-je demandé, sincèrement curieux. Tu m'as dit de rentrer à la maison si j'étais jaloux. Je suis rentré. Ça semblait assez simple. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. Sa voix monta d'une octave. Ce ton familier de quelqu'un qui vient de réaliser que son bluff a été démasqué et qu'il a une très mauvaise main. C'était une blague, Mason. Tu sais comment je suis. J'étais juste dramatique. Ah, oui. La défense classique du « c'était juste une blague ». Le refuge des gens qui disent des choses blessantes et agissent ensuite comme des surpris quand il y a des conséquences. J'avais déjà entendu celle-là aussi. Généralement après qu'elle ait fait un commentaire sur mon travail qui n'était pas aussi excitant que sa carrière dans le marketing ou sur la façon dont je m'habillais comme un père alors que j'avais 32 ans. Et ce n'est même pas si vieux. Cool, ai-je dit. Eh bien, je t'ai prise au sérieux. Mon erreur. Ton erreur? Elle devenait en colère maintenant. Les larmes s'évaporant en rage comme de l'eau sur un trottoir chaud. Tu m'as embarrassé, Mason. Tout le monde t'a vu partir. Tout le monde posait des questions. Sais-tu à quel point c'était humiliant? J'ai dû poser ma fourchette pour celle-là. J'ai dû vraiment apprécier l'audace absolue de ce que je venais d'entendre. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, dis-je lentement, comme si j'expliquais l'algèbre à un golden retriever. Tu es contrarié que je t'ai embarrassé. Oui. En partant après que tu m'aies publiquement dit de partir. Ce n'est pas tu déformes mes propos. Pas vraiment, non, ai-je dit. Tu as dit, et je cite, si t'es jaloux, rentre chez toi. Puis tu t'es fâché quand je suis rentré. J'essaie de comprendre la logique ici, mais ça ne clique pas. Tu sais ce que je voulais dire. Vraiment? Parce qu'il me semble que tu as dit exactement ce que tu pensais. Tu voulais que je parte pour que tu puisses continuer à flirter avec Zané sans que ton mari ennuyeux te regarde. Alors, je suis parti. Problème résolu. Elle a fait un son qui était à mi-chemin entre un halètement et un sanglot, comme si je venais de révéler une vérité dévastatrice qu'elle n'était pas prête à affronter. Ce qui, pour être juste, était probablement le cas. Je ne flirtais pas, a-t-elle insisté, mais même elle ne semblait pas convaincue. J'étais amical. Il y a une différence, n'est-ce pas, ai-je dit. Tout comme il y a une différence entre demander à ton mari de te mettre de la crème solaire dans le dos et demander au guide torse nu de le faire à la place. Super amical. Comportement très normal. Oh mon Dieu, tu es encore là-dessus? C'était de la crème solaire, Talia, ai-je dit. Et j'ai gardé ma voix calme parce que j'avais appris que rester calme la rendait beaucoup plus folle que de crier ne l'aurait jamais fait. Si c'était juste une question de crème solaire, tu m'aurais demandé. J'étais assis à moins d'1 mètre de toi. Mais tu ne voulais pas que je le fasse. Tu voulais que Zané le fasse. Et tu voulais t'assurer que je le voie et que je sache que tu n'avais pas besoin de moi ou que tu te fichais de ce que j'en pensais. Silence à l'autre bout. Le genre de silence qui signifiait que j'avais touché en plein dans le mille et qu'elle cherchait une réplique. Tu es ridicule, a-t-elle finalement dit, mais il n'y avait aucune conviction derrière. Peut-être, ai-je convenu. Ou peut-être que je suis juste fatigué d'être traité comme un accessoire dans ton spectacle en solo. Ce n'est pas juste. Tu m'as dit de rentrer chez moi devant une plage pleine de gens parce que j'ai haussé un sourcil. Un sourcil, Talia. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste eu l'air surpris que ma femme se fasse mettre de la lotion dans le dos par un autre homme, et tu as répondu en m'humiliant publiquement. Alors oui, je suis rentré, et d'une manière ou d'une autre, je suis le méchant ici. Plus de silence. Puis, plus doucement maintenant, j'ai dû appeler ma mère pour de l'argent. Ah, la voilà. La vraie raison de cet appel. Pas des excuses, pas une réflexion sur ses actions, pas un « et »
peut-être que je t'ai traité comme une ordure et que je devrais réfléchir à pourquoi mon mari préférerait prendre un vol de 20 heures pour rentrer plutôt que de passer une autre journée à me regarder lui manquer de respect. Non, elle était en colère pour l'argent. J'en suis conscient, ai-je dit. Tu m'as envoyé plusieurs SMS à ce sujet. Sais-tu à quel point c'était humiliant, a-t-elle demandé, et j'ai presque ri. Presque. Est-ce que je sais à quel point c'est humiliant d'avoir besoin d'être dans une situation inconfortable devant d'autres personnes, ai-je répété lentement. Mon Dieu, Talia, je me demande ce que ça fait. Si seulement j'avais une expérience récente d'humiliation publique à laquelle je pourrais m'identifier. C'est différent. En quoi? Parce que j'avais vraiment besoin d'aide. Toi, tu étais juste mesquin. Et voilà. La déconnexion fondamentale dans son esprit. Ses besoins étaient toujours valides et les miens toujours mesquins. Ses sentiments étaient toujours justifiés et les miens toujours des réactions excessives. Elle était le personnage principal et j'étais juste censé lire mes répliques et être reconnaissant pour le rôle. J'ai suivi tes instructions, dis-je simplement. Tu m'as dit ce que je devais faire si j'étais jaloux. Je l'ai fait. Ce n'est pas mesquin. C'est juste de l'écoute. Tu aurais pu me parler comme un adulte au lieu de t'enfuir. J'ai essayé de te parler pendant 3 ans, dis-je, et je fus surpris de la fatigue dans ma voix. Pas de la colère, juste de l'épuisement. Chaque fois que tu as dépassé les bornes, je t'ai parlé. Chaque fois que tu m'as fait sentir petit, je t'ai parlé. Chaque fois que tu as choisi d'obtenir l'attention d'autres hommes plutôt que de me respecter, je t'ai parlé. Et chaque fois, tu m'as dit que j'étais complexé, jaloux ou contrôlant. Alors, j'ai arrêté de parler et j'ai commencé à écouter à la place. Écouter quoi? Ce que tu me disais vraiment. Pas tes mots, mais tes actions. Et tes actions m'ont dit assez clairement que tu ne me respectais pas, que tu ne m'estimais pas, et que tu ne pensais pas que mes sentiments comptaient. Alors, je suis parti. Elle pleurait pour de vrai maintenant. Ces gros sanglots haletants qui auraient pu fonctionner sur moi il y a 1 an. Mais j'avais passé 3 jours dans le calme et la tranquillité, dormant dans mon propre lit, mangeant la nourriture que je voulais vraiment manger, regardant les émissions de télé que je voulais regarder. Et pas une seule fois je n'ai eu à m'inquiéter d'être le public de soutien émotionnel de quelqu'un. Et j'avais réalisé quelque chose d'important. J'étais plus heureux seul que je ne l'avais été pendant des années avec elle. Mason, s'il te plaît, dit-elle à travers les larmes. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. On peut y travailler. Je serai meilleur. Je le promets. Tu as déjà dit ça, lui ai-je rappelé. Après la fête de Noël de ton entreprise quand tu as passé 2 heures à flirter avec ton patron pendant que je restais dans un coin à tenir ton sac. Après le mariage de ton ami quand tu as dansé lascivement avec le témoin et que tu m'as dit de me détendre quand j'ai dit quelque chose. Après ce concert où tu as donné ton numéro au barman pour rigoler. Chaque fois, tu as promis que tu serais meilleur, et chaque fois, rien n'a changé. Cette fois, ce sera différent. Ouais, dis-je doucement. Tu as raison. Cette fois, c'est différent parce que cette fois, j'en ai fini. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception de sa respiration et de reniflements occasionnels. Alors c'est tout, a-t-elle finalement demandé. Tu abandonnes? Je n'abandonne pas, ai-je dit. Je me choisis, pour une fois. Tu m'as dit ce que tu voulais. Tu voulais que je rentre à la maison. J'ai écouté. Pour la première fois de notre mariage, j'ai vraiment écouté ce que tu disais au lieu d'essayer de décoder ce que tu voulais dire ou de trouver des excuses pour ton comportement. Je ne le pensais pas, a-t-elle chuchoté. C'est ça le problème, Talia. Tu ne le penses jamais. Tu ne veux jamais me faire de mal. Tu ne veux jamais m'embarrasser. Tu ne veux jamais me manquer de respect. Mais tu continues à le faire quand même. Et je suis fatigué d'être marié à quelqu'un qui n'arrête pas de me traiter accidentellement comme si j'étais invisible. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu l'as déjà fait, dis-je simplement. Je ne fais que l'accepter. J'ai raccroché alors. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je ne lui ai pas donné la chance de faire plus de promesses, de verser plus de larmes ou d'essayer de me culpabiliser pour lui donner une autre chance. J'ai juste raccroché et je suis retourné à mon sauté et à Tony Soprano. Et je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Après cet appel, quelque chose de bizarre s'est produit.
Ou plutôt, quelque chose de bizarre ne s'est pas produit. Je n'ai pas bloqué le numéro de Talia. Je n'ai pas supprimé son contact. Je n'ai pas parcouru son Instagram comme une sorte d'archéologue numérique à la recherche de preuves de sa dernière crise ou de son effondrement public. Je ne la détestais même pas, ce qui était probablement la partie la plus surprenante de tout cela. J'ai juste débranché. C'était comme si quelqu'un avait enfin trouvé l'interrupteur d'une machine qui fonctionnait sans arrêt depuis 3 ans, faisant ce bourdonnement constant auquel je m'étais tellement habitué que j'avais oublié à quoi ressemblait le silence. Et maintenant qu'elle était éteinte, mec, le silence était assourdissant de la meilleure façon possible. Mon pote Chris m'a appelé au 4e jour de ma nouvelle existence paisible. Chris était mon colocataire à l'université, le gars qui avait été mon témoin à mon mariage, même s'il avait de sérieuses réserves sur Talia qu'il avait gardées pour lui parce que c'est ce que font les bons amis. Il vous laisse faire vos propres erreurs et vous aide ensuite à nettoyer le désordre sans dire « je te l'avais bien dit » plus de 3 ou 4 fois. Mec, dit-il quand j'ai répondu, j'ai vu la story Instagram de Talia. J'étais à la salle de sport, m'entraînant pour la première fois depuis des mois au lieu de simplement payer pour un abonnement que je n'utilisais jamais. Je me sentais bien, productif, comme si j'investissais en moi-même au lieu de gérer le portefeuille d'actions émotionnelles de quelqu'un d'autre. Ouais, ai-je dit, sans vraiment m'en soucier, mais curieux de voir quel nouveau chapitre de la saga dramatique de Talia s'était déroulé. Elle a posté tout un truc sur reconnaître sa valeur et ne pas laisser les personnes toxiques éteindre votre lumière, avec une photo de coucher de soleil et une citation qui semblait venir d'un tableau Pinterest pour les gens qui traversent des ruptures. J'ai ri, manquant de faire tomber mon halter. Laisse-moi deviner, c'est elle qui a de la valeur et je suis la personne toxique? Je veux dire, elle ne l'a pas dit explicitement, mais l'implication était assez claire. Les commentaires sont une zone de guerre, cependant. Ses abonnés n'y croient pas. Tant mieux pour eux, ai-je dit, et je le pensais. Pas de manière vengeresse, mais dans le sens, je suis content que les gens puissent voir au-delà de la performance. Tu vas bien, mec, a demandé Chris, et je pouvais entendre la sincère inquiétude dans sa voix. Jean, vraiment bien? Parce que tu as l'air. Je ne sais pas, trop bien. Je vais très bien, ai-je dit, et j'ai réalisé que je le pensais vraiment. Je ne suis pas en train de sombrer, de traquer ces réseaux sociaux, d'écrire des SMS de colère à 2 heures du matin que je suis trop intelligent pour envoyer. J'en ai juste fini. Et c'est une sensation incroyable. Hein, a dit Chris, comme s'il était en train de digérer l'information. C'est très mature de ta part. N'est-ce pas? Je suis aussi surpris que toi. Le truc, c'est que je ne plaisantais vraiment pas. Pour la première fois depuis des années, je ne me réveillais pas avec cette anxiété de bas niveau sur le drame que la journée apporterait. Est-ce que Talia serait contrariée par quelque chose que j'ai dit? Posterait-elle quelque chose qui m'embarrasserait? Devrais-je à nouveau défendre son comportement auprès de mes amis et de ma famille? Passerais-je une autre soirée à être son photographe personnel pendant qu'elle essayait 17 tenues pour un dîner où nous étions déjà en retard? Rien de tout cela n'existait plus. Mes matins étaient à moi. Mes soirées étaient à moi. Mon énergie mentale était à moi. C'était comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de se tenir droit. Le travail s'est amélioré aussi, ce qui était inattendu. Je suis comptable. Pas le métier le plus excitant du monde, mais c'est stable, ça paie bien, et je suis bon dans ce que je fais. Talia avait l'habitude de faire des commentaires sur l'ennui de mon travail, sur le fait qu'elle ne pourrait jamais s'asseoir à un bureau toute la journée à faire des trucs de maths, sur la créativité et le dynamisme de sa carrière dans le marketing. J'avais intériorisé ça pendant un moment. Je me sentais un peu désolé d'avoir un travail normal qui n'impliquait pas d'événements d'influenceurs ou de partenariats de marque ou que sais-je encore qu'elle faisait et qui nécessitait autant de selfies. Mais maintenant, j'arrivais, je faisais mon travail, j'aidais mes collègues avec leurs questions fiscales, et je partais en me sentant compétent et utile. Ma patronne, Patricia, une femme pragmatique dans la cinquantaine qui faisait ça depuis 30 ans, s'est arrêtée à mon bureau un après-midi avec sa tasse de café qui disait « Je ne discute pas. J'explique juste pourquoi j'ai raison. » Maçonne, dit-elle, me regardant par-dessus ses lunettes, tu as l'air différent ces derniers temps. Différent comment, ai-je demandé, espérant que cela ne mènerait pas à une conversation sur ma productivité ou quelque chose du genre. Plus léger, dit-elle. Moins stressé.
As-tu finalement dit à cette femme à toi d'arrêter avec les visites surprises pour le déjeuner? Talia avait l'habitude de débarquer à mon bureau sans prévenir, ce qui semble romantique jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle ne le faisait que lorsqu'elle voulait quelque chose ou avait besoin de moi pour résoudre un problème qu'elle avait créé. Patricia avait été témoin de plus d'une de ces visites surprises, qui se terminaient par mon départ anticipé ou mon déjeuner sauté pour gérer la crise que Talia avait fabriquée. Nous sommes séparés, dis-je simplement. Je l'ai laissée à Bali et je suis rentré. Les sourcils de Patricia se sont levés. Puis, lentement, elle a souri. Tant mieux pour toi. Oui, Mason, je suis marié depuis 32 ans. Je sais à quoi ressemble une relation saine, et ce que tu avais, ce n'était pas ça. Tu te promenais ici depuis des mois avec l'air d'un homme qui attend constamment que le ciel lui tombe sur la tête. C'est agréable de te voir détendu. Cette conversation m'est restée. D'autres personnes avaient remarqué. Mon stress était si visible que ma patronne, qui me connaissait à peine en dehors des évaluations trimestrielles et des conversations occasionnelles sur les formules Excel, l'avait perçu. Ma mère a appelé au 6e jour. J'avais évité de lui parler de la séparation parce que ma mère aimait Talia. Ou plutôt, ma mère aimait l'idée que je sois marié et que je lui donne potentiellement des petits-enfants. Et Talia savait comment se comporter avec les parents. Elle se présentait au dîner de famille avec des desserts faits maison, achetés en magasin, mais elle les transférait dans un joli plat, complimentait la cuisine de ma mère, posait des questions sur le golf de mon père. Elle était douée pour la performance de 2 heures. Le problème, c'était les 8758 autres heures de l'année. Chérie, dit ma mère de ce ton qui signifiait qu'elle avait entendu quelque chose de quelqu'un et qu'elle cherchait confirmation. Debbie Henderson m'a dit qu'elle avait vu la publication Instagram de Talia sur les personnes toxiques. Est-ce que tout va bien? Debbie Henderson était l'amie de ma mère du club de lecture qui suivait apparemment Talia sur les réseaux sociaux pour des raisons que je n'avais jamais comprises. On s'est séparés, maman, ai-je dit, en crevant l'abcès. Je l'ai laissée à Bali et je suis rentré. On va probablement divorcer. Silence. Puis, que s'est-il passé? Je lui ai donné la version abrégée, la crème solaire, l'humiliation publique, le commentaire, rentre chez toi si t'es jaloux. Ma décision de rentrer pour de vrai. Plus de silence. Puis ma mère a dit quelque chose qui m'a sincèrement choqué. Bien. Bien, Mason. Je suis ta mère. Je t'aime, et ça fait 3 ans que je te regarde te rapetisser pour faire de la place à l'ego de cette fille. Tu as arrêté de venir au dîner de famille. Tu as arrêté d'appeler. Chaque fois qu'on parlait, tu avais l'air épuisé. Je pensais que le mariage était censé te rendre heureux, pas te transformer en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Tu n'as jamais rien dit, dis-je doucement. Parce que tu semblais déterminé à faire en sorte que ça marche. Et je respecte ça. Mais mon chéri, il y a une différence entre travailler sur un mariage et s'épuiser à essayer de réparer quelqu'un qui ne pense pas être brisé. Je suis contente que tu te sois enfin choisi. Je ne m'attendais pas à avoir la gorge nouée, mais c'est arrivé. Entendre ma mère, qui était mariée à mon père depuis 37 ans et qui prenait très au sérieux pour le meilleur et pour le pire, me dire qu'elle était fière de moi d'être partie, c'était comme une permission dont je ne savais pas que j'avais besoin. Mon père a pris le téléphone ensuite. Ta mère pleure de joie, au fait. Elle est très fière. Aussi, je n'ai jamais aimé Talia. Elle a mangé tous les bons biscuits à Noël et n'a pas dit merci. Du pur papa. À l'endroit au but. Les jours se sont transformés en 1 semaine, puis 2. Talia continuait d'essayer différents numéros, utilisant probablement les téléphones de ses amis ou ses applications de SMS gratuits. Je voyais les messages apparaître, les lisais sans les ouvrir, merci, fonction d'aperçu, puis je continuais ma journée. On doit parler de nous. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Peut-on au moins en discuter comme des adultes? Je mérite une conversation. Ce dernier m'a presque fait répondre. Presque. Parce que l'audace de penser qu'elle méritait une conversation après 3 ans à n'écouter rien de ce que je disais était vraiment quelque chose. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Chaque fois que je me sentais tenté, je me souvenais de la plage, de la crème solaire, des rires des inconnus, de la façon dont elle souriait comme si ma douleur était un divertissement. Et je posais mon téléphone et j'allais faire littéralement n'importe quoi d'autre. J'ai commencé à cuisiner de vrais repas au lieu de manger à emporter tous les soirs. J'ai essayé de nouvelles recettes,
j'ai brûlé certaines choses, j'en ai fait d'autres qui étaient vraiment bonnes. Je n'ai eu à photographier aucun plat ni à attendre que quelqu'un trouve l'angle et la lumière parfait. J'ai lu des livres, j'ai fini un roman entier en 3 jours sans interruption. Je suis allé au cinéma seul un mercredi après-midi et c'était glorieux. Personne ne m'a demandé de lui expliquer l'intrigue en temps réel ou ne s'est plaint de s'ennuyer. J'ai appelé de vieux amis que j'avais perdus de vue parce que Talia les trouvait ennuyeux ou de mauvaise influence. Traduction, ils ne la vénéraient pas. J'existais. J'existais simplement, sans drame, sans gestion de crise, sans prétendre que le manque de respect était une blague à laquelle je devais apprendre à rire. Le silence, ai-je découvert, n'était pas seulement l'absence de bruit. C'était une marque de luxe que je ne pouvais pas me permettre quand j'étais marié. Maintenant, je vivais dedans, enveloppé dedans comme dans la couverture la plus confortable du monde. Et je n'avais aucune intention d'y renoncer. Un mois après le début de ma nouvelle vie d'homme séparé mais pas tout à fait divorcé, j'étais chez Common Ground, ce café près de mon appartement spécialisé dans les lateurs de prix et la fourniture de prises électriques à des gens qui voulaient avoir l'air occupés tout en faisant défiler Twitter pendant 3 heures. J'étais l'une de ces personnes, sauf que je travaillais vraiment, les rapports de fin de trimestre ne s'écrivent pas tout seuls, malheureusement. L'endroit était assez bondé pour un jeudi après-midi. Des étudiants faisant semblant d'étudier, des indépendants faisant semblant de travailler, et ce type qui écrivait certainement un scénario sur son ex-petite amie que personne n'allait jamais lire. J'avais déniché une table dans un coin près de la fenêtre, mon ordinateur portable ouvert, mon café à portée de main, et j'étais plongé dans un tableur qui me donnait la migraine quand je l'ai entendu. Oh non. Oh non. Non, non, oh mon Dieu. Je suis tellement désolé. J'ai levé les yeux juste à temps pour voir une tasse de café, un grand café glacé, extra glaçon à en juger par la cascade qui dévalait maintenant de ma table tomber au ralenti comme si nous étions dans une comédie romantique réalisée par quelqu'un qui détestait l'électronique. Le café a heurté le clavier de mon ordinateur portable avec l'enthousiasme d'un bambin sautant dans une piscine. Le liquide brun s'est répandu sur les touches, s'infiltrant dans le pavé tactile, grillant probablement des circuits et détruisant toute chance que j'avais de finir ce rapport avant le week-end. Debout, l'air absolument horrifié, se tenait une femme d'une vingtaine d'années aux cheveux bruns bouclés qui s'échappait d'un chignon désordonné, des lunettes glissant sur son nez. Et une expression qui suggérait qu'elle venait de commettre un crime fédéral au lieu d'un accident lié à la caféine. Je suis tellement désolé, dit-elle à nouveau, attrapant frénétiquement des serviettes du distributeur et essayant d'éponger le tsunami de café. J'ai trébuché sur le sac à dos de ce type et juste. Je suis tellement désolé. Votre ordinateur va bien? S'il vous plaît, dites-moi qu'il va bien. Oh mon Dieu, il ne va pas bien, n'est-ce pas? J'ai attrapé mon ordinateur, l'ai retourné pour laisser le café s'écouler, et j'ai essayé d'évaluer les dégâts. L'écran était toujours allumé, ce qui était soit un bon signe, soit le dernier soubresaut avant que tout ne meure. Les touches étaient collantes. Le pavé tactile ne répondait pas. Ce n'était pas génial. Eh bien, ce n'est pas génial, ai-je admis, car mentir semblait inutile alors que du café dégoulinait littéralement sur le sol. Je paierai, dit-elle immédiatement, continuant de brandir des serviettes comme si elles pouvaient annuler les lois de la physique. Je paierai les réparations ou un nouveau ou tout ce dont vous avez besoin. Je suis tellement désolé. Je m'appelle Nora, au fait. Nora, la personne qui vient de détruire votre ordinateur. Ce sera mon épitaphe. Sigil Nora. Elle a assassiné un ordinateur portable avec un café glacé. Malgré la situation, malgré mon rapport trimestriel probablement corrompu au-delà de toute réparation et mon ordinateur portable probablement mort, j'ai ri. J'ai vraiment ri, parce qu'il y avait quelque chose dans sa mortification totale, sa volonté de prendre immédiatement ses responsabilités, et son autodérision apocalyptique qui était assez rafraîchissant. Mason, ai-je dit, en tendant ma main non couverte de café. Mason, le gars dont l'ordinateur vient de se faire baptiser à la caféine. Elle l'a serré, ayant toujours l'air sur le point de pleurer. C'est littéralement la pire chose que j'ai jamais faite. Enfin, non. Une fois, j'ai accidentellement répondu à tous à un email d'entreprise sur à quel point la présentation du PDG était ennuyeuse, mais c'est un deuxième choix serré. C'est assez grave, ai-je convenu. N'est-ce pas? J'ai dû changer d'équipe. C'était toute une histoire. Elle a de nouveau regardé mon ordinateur,
qui dégoulinait encore de café malgré mes meilleurs efforts. Écoutez, il y a un réparateur d'ordinateur à 2 rues d'ici. Puis-je au moins vous accompagner et payer pour ce qu'ils diront? C'est le moins que je puisse faire. En fait, c'est littéralement le moins que je puisse faire puisque j'ai causé ce désastre. J'aurais dû dire non. J'aurais dû juste prendre son numéro pour les assurances et m'en occuper moi-même. Mais il y avait quelque chose chez elle, quelque chose d'authentique et de non joué dans sa panique qui m'a fait dire oui. Bien sûr, ai-je dit, en rangeant mon ordinateur portable détrempé et mes papiers tachés de café. Menez la voie vers l'hôpital pour ordinateur. L'atelier de réparation s'appelait Tech Résurrection, ce qui semblait approprié vu les circonstances. Le gars derrière le comptoir, badge indiquant Kyle, barbe indiquant « J'ai des opinions sur Linux », a jeté un coup d'œil à mon ordinateur et a grimacé. « Café glacé ?» a-t-il demandé. « C'est si évident que ça », ai-je dit. L'odeur m'a trahi. Et puis, vous savez, le café dégouline encore. Kyle a ouvert l'ordinateur, a tapoté quelques touches, a soupiré. Je peux essayer de le sauver, mais sans promesse. Les dégâts liquides sont délicats. Ça pourrait coûter 100 €. Ça pourrait être que vous ayez besoin d'un nouvel ordinateur. Je ne le saurai pas avant de l'ouvrir. Faites tout ce que vous avez à faire, a dit Nora immédiatement, sortant son portefeuille. Je paie. C'est de ma faute. C'était un accident, ai-je dit, me sentant un peu mal de l'avoir si coupable. Un accident que j'ai causé en ne regardant pas où je marchais parce que j'envoyais un SMS à ma sœur à propos des problèmes alimentaires de son chat, ce qui, soyons honnêtes, aurait pu attendre. Kyle a regardé entre nous, clairement amusé. Je vous appellerai dans quelques heures avec un devis. En attendant, évitez peut-être les cafés. Nous avons quitté la boutique et sommes restés sur le trottoir de cette manière gênante que les gens ont quand ils ne sont pas sûrs si l'interaction est terminée ou si elle ne fait que commencer. Nora serrait toujours son portefeuille, ayant toujours l'air d'avoir commis un crime de guerre au lieu d'avoir renversé une boisson. Je suis vraiment désolé, dit-elle pour la 15e fois environ. Je sais, ai-je dit. Vous avez été très clair à ce sujet. Je me sens juste terriblement mal. Vous travaillez et j'ai tout détruit avec ma maladresse. Et, ai-je interrompu doucement, ça va. Sérieusement. Les ordinateurs portables peuvent être réparés ou remplacés. Ce n'est pas comme si vous aviez tué mon chien. Avez-vous un chien? Non. Bien. Parce que je me sentirais encore plus mal si je devais m'inquiéter d'être une tueuse de chiens en plus d'être une tueuse d'ordinateur. J'ai ri à nouveau. 2 fois en 10 minutes. Ce devait être une sorte de record pour des conversations qui commençaient par des dommages matériels. Écoutez, dit-elle, prenant une grande inspiration comme si elle était sur le point de prendre une décision. Puis-je au moins vous offrir un café? Un nouveau café, d'un autre café, où je promets de garder mes 2 mains fermement sur la tasse à tout moment. J'aurais dû dire non. J'étais techniquement toujours marié, même si j'étais séparé. Prendre un café avec une femme qui venait de détruire mon ordinateur portable semblait être une prémisse étrange pour quoi que ce soit. Mais il y avait quelque chose chez Nora, quelque chose de brut et de réel qui me donnait envie de dire oui. Bien sûr, ai-je dit. Mais peut-être qu'on devrait éviter les boissons glacées. Nous avons fini dans un autre café 3 rues plus loin. Un endroit plus calme qui ressemblait à la décoration de la grand-mère de quelqu'un, avec des napperons en dentelle et des citations inspirantes sur l'amitié. Nora a pris un thé chaud, on ne peut pas me faire confiance avec les boissons froides, apparemment, et j'ai pris un café normal. Nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre, et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Le silence n'était pas gênant. Avec Talia, le silence avait toujours besoin d'être comblé. Elle devenait anxieuse si personne ne parlait, commençait à raconter des histoires ou à me montrer quelque chose sur son téléphone ou à créer un drame juste pour qu'il se passe quelque chose. Mais Nora? Elle sirotait simplement son thé et semblait à l'aise d'exister sans arrêt chaque instant. Alors, a-t-elle finalement dit, que faites-vous quand vous ne vous faites pas assassiner votre ordinateur portable par des inconnus maladroits? Je suis comptable, ai-je dit, en attendant la réponse habituelle. Une blague sur l'ennui de ce métier, ou un commentaire sur la saison des impôts, ou le regard vide que les gens ont quand vous mentionnez des tableurs. Oh, sympa, a-t-elle dit à la place. Mon frère est comptable. Il dit que c'est en fait assez intéressant une fois qu'on s'y met.
quelque chose à propos de puzzle financier. J'ai cligné des yeux. Oui, en fait. C'est un peu comme résoudre des puzzles. La plupart des gens ne comprennent pas ça. La plupart des gens n'ont probablement pas passé 4 heures à essayer d'équilibrer le budget d'une organisation à but non lucratif qui garde ses reçus dans une boîte à chaussures. C'était mon dernier travail. Un cauchemar. Nous avons parlé pendant 1 heure. Juste parler, du travail, de la vie, de sa sœur obsédée par les chats et de mon père qui classait les biscuits par fréquence de remerciement. Elle n'a pas sorti son téléphone une seule fois. N'a vérifié son reflet dans rien. N'a pas fait de spectacle. Elle a juste existé, paisiblement, comme un être humain normal ayant une conversation normale. Quand elle riait, c'était parce que quelque chose était vraiment drôle, pas parce qu'elle avait un public à impressionner. Quand elle racontait des histoires, elle incluait les parties embarrassantes sur elle-même au lieu de tout transformer en un best-of. Elle posait des questions et écoutait vraiment les réponses au lieu d'attendre son tour pour parler. C'était étrange au début. Le calme est addictif une fois qu'on y goûte, mais c'est aussi un peu alarmant quand on est habitué au chaos. Je devrais probablement y aller, a-t-elle dit finalement, en regardant sa montre. J'ai un truc ce soir. Mais merci d'avoir été si gentil à propos du massacre de l'ordinateur. La plupart des gens auraient été bien plus en colère. La plupart des gens n'ont probablement pas vécu des choses pires récemment, ai-je dit sans réfléchir. Elle m'a regardé avec curiosité mais n'a pas insisté. Elle a juste souri et a dit, eh bien, Kyle a mon numéro pour la facture de réparation, mais si vous voulez, vous savez, prendre un café à nouveau un de ces jours. Avec moi gardant mes boissons loin de votre électronique. J'aimerais ça. J'ai réalisé que j'aimerais ça aussi. Beaucoup, en fait. Ouais, ai-je dit. J'aimerais ça. Elle est partie, et je suis resté assis là encore quelques minutes, finissant mon café et pensant à quel point cette interaction avait été différente de tout ce que j'avais vécu au cours des 3 dernières années. Pas de drame, pas de performance, pas de compétition pour l'espace dans ma propre histoire. Juste une conversation avec quelqu'un qui semblait content d'être elle-même au lieu d'auditionner pour un rôle. C'était étrange. C'était paisible. Et j'en voulais plus. 3 semaines après l'incident du café, mon ordinateur portable était réparé, 200 €, Nora a insisté pour payer chaque centime, j'avais eu 4 autres rendez-vous café avec Nora, tous sans accident lié aux boissons, et j'avais officiellement demandé le divorce. Ce dernier point fut étonnamment facile. Il s'est avéré que lorsque vous avez un cas clair de « conjoint m'a publiquement humilié et m'a dit de partir, alors je suis parti », les papiers se remplissent pratiquement tout seuls. Mon avocate, une femme vive nommée Rebecca qui avait tout vu et n'était impressionnée par rien, a examiné la chronologie des événements et a même souri. C'est le cas le plus simple que j'ai eu de toute l'année. Elle vous a littéralement dit de rentrer chez vous. Vous êtes rentré. Elle ne peut pas vraiment contester ça. Elle essaiera, ai-je dit, parce que je connaissais Talia. Elle essaierait de le tourner, de le recadrer, d'en faire une question de jalousie, d'insécurité ou de mon incapacité à gérer son « esprit libre ». Laissez-la essayer, a dit Rebecca en fermant le dossier. Nous avons des captures d'écran de sa publication Instagram, des témoignages d'autres touristes, et les registres de l'hôtel montrant que vous vous êtes retiré des frais de la chambre alors qu'elle était encore là. De plus, ses propres SMS disant « rentre chez toi si t'es jaloux ». C'est ce que nous appelons un cas en béton d'obtenir exactement ce que vous avez demandé. J'ai quitté son bureau en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le divorce prendrait quelques mois à être finalisé. La bureaucratie avance plus lentement qu'une file d'attente à la préfecture un lundi. Mais le plus dur était fait. J'avais pris la décision. J'avais déposé les papiers. Je tournais officiellement, légalement la page. Mon téléphone a vibré alors que je marchais vers ma voiture. SMS d'un numéro inconnu, ce qui signifiait que c'était probablement Talia utilisant encore le téléphone ou l'application d'un ami. Elle faisait ça depuis des semaines, essayant différentes approches comme si elle faisait des tests A/B pour revenir dans ma vie. Mais cette fois, ce n'était pas Talia. Numéro inconnu, salut mec, c'est Luc. J'ai eu ton numéro sur la liste du mariage. J'espère que ça ne te dérange pas. Luc, le DJ en herbe de Bali. Celui qui m'avait envoyé ces captures d'écran de discussion de groupe que j'avais bien trop appréciées. Moi, salut, quoi de neuf? Luc, je voulais juste te dire que Talia est rentrée.
Elle est revenue la semaine dernière. Bien sûr qu'elle l'était. Les vacances devaient bien se terminer un jour, et je suis sûr que rester à Bali après mon départ n'était pas aussi amusant quand elle a dû faire face au fait que ses actions avaient des conséquences et aussi tout payer elle-même. Luc, elle est plutôt discrète. Elle dit qu'elle a appris sa leçon. J'ai fixé ce SMS pendant un long moment. Elle a appris sa leçon. Comme si c'était une sorte d'expérience éducative où elle aurait pris des notes et ferait mieux au prochain examen. Comme si 3 ans à me manquer de respect avaient été un brouillon et qu'elle était maintenant prête à soumettre la version finale. Moi, tant mieux pour elle. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai fait quelque chose qui m'a semblé étrangement puissant. J'ai mis la conversation en sourdine. Pas bloqué, juste en sourdine, parce que bloqué donnait l'impression que je me souciais encore assez pour la tenir activement à l'écart. Mais mettre en sourdine? C'était juste de l'indifférence. Luc, elle voulait que je te dise qu'elle est désolée. Vraiment désolée. Elle dit qu'elle comprend maintenant. J'ai vu le message dans mes notifications mais je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai pas répondu. J'ai juste mis mon téléphone dans ma poche et je suis monté dans ma voiture. Voilà le truc sur la vengeance que personne ne vous dit. La plupart du temps, vous n'en avez pas besoin. La vie a cette belle façon de présenter aux gens la facture de leur comportement. Plein tarif, sans réduction, toute taxe comprise. Je n'avais pas besoin de comploter quoi que ce soit. Pas besoin de poster quoi que ce soit. Pas besoin d'étaler notre linge sale en public ou de la faire passer pour une mauvaise personne. Elle avait fait tout ça toute seule. Internet lui avait déjà tendu un miroir. Ses amis avaient déjà remis en question son jugement. Elle avait déjà dû appeler sa mère pour de l'argent dans un pays étranger. Déjà dû expliquer à tout le monde pourquoi son mari était parti au milieu de leur voyage d'anniversaire. Déjà dû faire face au fait que les actions ont des conséquences. Et, c'est juste une blague, ne fonctionne que jusqu'à ce que quelqu'un vous prenne au sérieux. Je n'avais pas besoin de vengeance. Elle avait déjà reçu la note. Ce soir-là, j'ai dîné avec Nora. Rien d'extraordinaire, juste ce restaurant thaïlandais près de son appartement qui, jurait-elle, avait le meilleur pad thaï de la ville. Elle avait raison. C'était incroyable. Et aussi, j'ai réalisé à mi-chemin du repas que c'était le premier dîner que j'avais en des mois où personne ne m'avait fait attendre pendant qu'il photographiait la nourriture sous 17 angles différents. Tu souris, a dit Nora, en enroulant des nouilles autour de sa fourchette. Qu'est-ce qui est drôle? Rien, ai-je dit. Juste. Je passe un bon moment. C'est inhabituel, a-t-elle demandé, mais pas de manière agressive. Juste curieuse. Ça l'était, ai-je admis. Mon ex. Enfin, presque ex, le divorce est en cours. Elle compliquait tout. Même le dîner était une performance. Il fallait avoir la bonne lumière, le bon angle, la bonne légende. Le temps qu'on mange vraiment, la nourriture était froide et j'avais perdu l'appétit. Nora a fait une grimace. Ça a l'air épuisant. Ça l'était vraiment. Eh bien, a-t-elle dit, en levant son verre d'eau comme si c'était du champagne. À la nourriture chaude et aux attentes basses. J'ai trinqué avec elle. Je bois à ça. Nous n'avons pas eu de grands moments dramatiques où j'ai déclaré mes sentiments où elle est devenue ma relation de transition ou quel que soit le scénario de film que les gens pensent qu'il se passe après une rupture. Nous avons juste apprécié la compagnie de l'autre, parlé de choses normales, prévu d'aller voir un film le week-end prochain, échanger des mèmes sur la comptabilité. Oui, les mèmes sur la comptabilité existent. Et oui, ils sont hilarants si vous êtes un certain type de nerd. C'était simple. C'était facile. C'était paisible. Et la paix, ai-je découvert, était sous-estimée. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon appartement. Mon espace, décoré comme je le voulais, organisé d'une manière qui avait du sens pour moi. Et la première chose que j'ai remarquée, c'était le silence. Pas le silence lourd et anxieux de l'attente que quelque chose de mal se produise. Pas le silence tendu de marcher sur des œufs autour de l'humeur de quelqu'un. Juste le silence. Un silence paisible et confortable. J'ai fait mon propre café. Pas une commande compliquée qui nécessitait des mesures spécifiques, des ingrédients biologiques et un certain type de lait d'avoine. Juste du café, noir, simple, parfait. J'ai ouvert les rideaux et laissé entrer la lumière du matin,
quelque chose que Talia n'aimait jamais parce que ce n'était pas flatteur pour les selfies du matin. Le soleil était agréable, chaud, réel. Je me suis assis sur mon canapé avec mon café et mon livre et j'ai pensé à quel point ma vie était différente par rapport à il y a un mois. Comment je ne marchais pas sur des œufs. Je ne gérais pas les émotions de quelqu'un d'autre. Je ne prétendais pas que le manque de respect était de l'amour ou que l'humiliation publique était juste sa façon d'être joueuse. Mon téléphone a vibré. SMS de ma mère. Maman, on vient dîner dimanche. Ton père fait ses fameuses côtes levées. Aussi, Debbie Henderson m'a dit que Talia est de retour en ville et est dévastée. J'ai dit à Debbie que ça ressemblait à un problème personnel. Étais-je impoli? J'ai éclaté de rire. Moi, pas impoli. Précise. Je serai là dimanche. Je peux amener quelqu'un. Maman, la fille du café? Moi, elle s'appelle Nora. Maman, hâte de rencontrer Nora. Dis-lui que ton père l'interrogera sur ses préférences en matière de biscuits. C'est son langage d'amour. J'ai souri et posé mon téléphone. J'ai pris une autre gorgée de café. J'ai regardé mon appartement. Mon espace. Ma vie. Ma paix. Talia m'avait dit de rentrer chez moi si j'étais jaloux. Et oui, peut-être que je suis rentré. J'ai pris un avion, j'ai volé 20 heures, et je suis revenu dans mon appartement. Mais quelque part entre quitter Bali, demander le divorce, rencontrer Nora et reprendre ma propre vie, quelque chose a changé. Cet endroit, cet espace calme, paisible et sans drame a cessé d'être juste l'endroit où je vivais. C'est devenu mon foyer. Pas à cause des meubles, de l'emplacement ou du loyer que je payais chaque mois, mais parce que pour la première fois en 3 ans, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je pouvais exister sans performance. Je pouvais juste être moi-même sans m'excuser de prendre de la place, d'avoir des sentiments ou d'attendre un respect élémentaire de la personne que j'avais épousée. J'avais passé 3 ans à être un personnage secondaire dans le spectacle de quelqu'un d'autre. Et je me suis finalement souvenu que j'étais le personnage principal de ma propre vie. Et le meilleur dans tout ça? Mon histoire était meilleure sans tout ce drame fabriqué. Il s'avère que la paix n'est pas ennuyeuse. C'est juste ce qui arrive quand on arrête d'accepter le chaos comme étant normal. Mon café était encore chaud. Le soleil brillait toujours. J'avais un livre à lire, un rendez-vous avec Nora ce week-end, des côtes levées avec mes parents dimanche, et absolument aucun drame à gérer. Talia pouvait garder ses excuses, ses leçons apprises et sa dévastation. Je n'avais besoin de rien de tout ça. Je n'avais pas besoin de tourner la page, de vengeance, ni même d'une reconnaissance qu'elle avait eu tort. J'avais juste besoin de ce que j'avais en ce moment. Mon café. Mon silence. Ma paix. Alors oui, peut-être que je suis rentré chez moi comme elle me l'avait dit. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment chez moi. Et je n'allais nulle part.